Hello Jennifer. Salut. Je suis trop contente de t'accueillir. Merci énormément beaucoup d'être là. C'est un honneur. Je t'écoute depuis très longtemps. Merci, vraiment. Alors, Jennifer, on va te présenter. T'es la chanteuse emblématique du groupe Superbus qui a été créé en 1999 avec des titres iconiques comme Butterfly, avec mon merveilleux accent anglais. Butterfly, Allo Lola, Addiction, pour ne citer que ça. Donc c'est une légende de la pop et de la chanson française. Vous préparez votre 7e album. On peut s'attendre à quoi? Là, on s'attend, enfin nous, on s'attend à faire un album comme on a pu faire au début. Ouais. Donc c'est vrai que là, on est revenu un peu au truc de groupe, un peu de son plus organique. On était parti un peu avec beaucoup de synthé, des choses plus 80s, tout ça. Et là, c'est vrai qu'on a eu envie de retrouver nos instruments de musique et de se mettre en vraie cohésion de groupe, quoi. Donc c'est un album avec des chansons assez simples. Efficace, un peu comme on faisait au tout début de Superbus, et on est assez content de retrouver cette vibe là, quoi. Et c'est quoi qui fait que vous revenez vers ça, justement? Ça vous avait manqué? Vous avez écouté les anciennes chansons avec nostalgie? Un petit peu, et puis c'est vrai qu'on se cherche, enfin voilà, ça au bout de 25 ans, on se cherche encore, et du coup on revient à nos premiers émois qui étaient vraiment juste de jouer de la musique sans se poser trop de questions, et d'être dans l'efficacité aussi, parce qu'après c'est des chansons qu'on doit défendre sur scène, et c'est vrai que quand c'est simple, efficace, on voit que ça peut drainer des gens, quoi, et que ça fait des concerts réussis. Donc c'est vrai que voilà, on revient à ça, quoi. Et on va revenir à ton enfance. Oula. Justement. Oula, ça m'intéresse beaucoup. On est chez le psy, c'est très ambiance confidence. Alors, c'est côté musique. T'as appris à jouer de la batterie à l'âge de 9 ans, puis de la guitare, puis du piano. Ça vient d'où, ce goût de la musique de la petite Jennifer? Ça vient, je sais pas, je pense que ça a dû venir de ma mère qui était en radio quand elle était enceinte de moi, et je pense que le fait d'écouter de la musique et que je sois dans son ventre, peut-être ça a dû créer un truc, parce que je me suis dirigée tout de suite vers la batterie, et enfin voilà, j'ai tout de suite aimé cet instrument, à taper sur des trucs, à faire du rythme. Et donc je pense que ça doit venir de là, parce que ma mère est pas du tout musicienne ni quoi que ce soit, mes parents, enfin ni mon père ni ma mère, et c'est vrai que sur le plateau des Nuls, l'émission, donc voilà, ma mère faisait partie du groupe des Nuls, et ils avaient une émission où il y avait beaucoup de groupes de rock qui étaient invités, beaucoup d'artistes, et ils avaient un groupe eux aussi qui jouaient de la musique, et du coup le batteur Jean-Louis m'a appris plein de choses à la batterie, quoi. Et j'ai commencé comme ça, et après j'ai essayé un peu tous les instruments pour essayer de faire des chansons. Je savais pas trop, en fait. Je commençais des instruments, et puis après je mettais tout ensemble, je me disais ça peut faire une chanson, quoi. Et puis vers 12-13 ans, j'ai commencé à écrire mes premiers titres, voilà. Et t'as le souvenir d'un moment précis où tu t'es dit je veux faire ça, je veux être chanteuse, c'est ma vocation? Je crois que c'est en voyant des groupes comme Garbage ou No Doubt ou Blondie, les clips de ces groupes-là, où je me disais waouh, c'est tellement génial. Enfin, je regardais même des lives, des trucs, et je me disais ouais, j'aimerais bien faire ça, quoi. J'aimerais bien être à la place de cette meuf qui drive des mecs et qui j'adore l'empowerment et qui voilà, et qui part en tournée, qui fait des concerts, tout ça. Et c'est vrai que c'était naïf, parce que je trouvais ça sur l'image, je trouvais ça incroyable. Mais après, quand je l'ai vécu, qu'on a commencé à faire nos premiers concerts, premières tournées et tout, ça avait pas la même saveur, parce qu'en fait voilà, quand t'es dedans après, c'est un autre truc, c'est un peu différent. Mais en tout cas, c'est ces femmes-là comme Gwen Stefani ou Shirley Manson ou Debbie Harry qui m'ont donné envie de faire de la musique. Excellent. Et bien justement, on reste sur le sujet des femmes, donc merci de me faire mes transitions, c'est super sympa. Allez, on adore. En 2018, t'as rejoint un projet musical qui a été lancé par Brigitte, en soutien à la Fondation des femmes. T'as chanté une reprise de l'hymne du mouvement de libération des femmes, Debout les femmes, avec plusieurs artistes féminines francophones. Merci donc de t'engager en tant qu'artiste sur des sujets importants. C'est une évidence pour toi, en tant qu'artiste, d'essayer d'avoir un impact positif? C'est une évidence, je pense, mais c'est surtout essayer de participer un peu à
un changement de mentalité en tout cas, et se dire qu'on peut amener cette toute petite pierre à l'édifice, même si bon bah voilà, parfois on se sent inutile, c'est quand même important de participer à ça. Et donc oui, évidemment que c'est une évidence. On adore, mais c'est jamais trop évident justement. Parce que ça l'est pas pour tous les artistes. Oh, ouais, peut-être. Moi, j'ai l'impression comme c'est une évidence pour moi, j'ai l'impression que ça l'est pour tout le monde. Mais et du coup, oui, c'était super de se retrouver. En plus, vraiment, il y avait toutes les filles de la chanson française, quoi. Donc c'était vraiment cool, et c'était un moment assez fort quand même. Et en étant justement dans ce milieu-là, toi, tu vois un engagement général des artistes, que tu disais que justement, enfin, pour toi, c'était le contraire. Je le vois, en tout cas, ceux qui m'intéressent et ceux que j'écoute parler en interview, ceux que j'aime bien, c'est des gens qui s'engagent pour des choses, en tout cas qui participent et qui ouvrent un peu leur bouche et qui sont présents. Ceux qui parlent pas ou qui sont pas là, ça m'intéresse moins. Tu sais bien t'entourer. Et ça, c'est extrêmement important dans une carrière. Dans ton son, à la chaîne, tu as dit « Tout le monde se fout de nos histoires, on finira bien par le voir, toutes nos pensées sur la toile ». Donc ma question est toute trouvée, c'est quoi ton rapport aux réseaux sociaux ? C'est un rapport, j'ai l'impression, comme beaucoup de gens, un peu d'amour-haine. C'est on utilise ça, on a deux vies un peu. On a un avatar, on a une vie virtuelle où on est d'une certaine manière, on se comporte d'une certaine manière, on écrit d'une certaine manière, on met certaines photos, etc. Puis on a notre vie réelle. Et maintenant c'est assez spécial parce que ces deux vies-là se mélangent complètement. Et c'est vrai qu'il faut faire des pauses de temps en temps parce que moi je suis dans les années 80, donc j'ai connu le monde sans. Et c'est vrai qu'on voit vraiment la différence maintenant. Il y a une espèce d'humanité un peu en moins, et encore je sais pas, c'est spécial. En fait, le ressenti est bizarre face aux réseaux sociaux. Donc je peux adorer ça et passer des heures comme beaucoup à scroller, à machin, à regarder tout et n'importe quoi. Et puis de temps en temps, je prends conscience, je me dis ça fait 3 heures devant des vidéos de chats. C'est ça. Et tu te dis attends, le monde réel, là, juste parler à un vrai humain, juste toucher quelqu'un, tout ça, enfin, faut pas du tout qu'on perde ça, quoi. Et toi, t'estimes que les réseaux sociaux, parfois, ils peuvent impacter négativement ta santé mentale ? Clairement. Sur quel point ? Sur tous les points. Je pense qu'on est impacté de toute façon par tout ce qu'on ingurgite, quoi. À cause du temps qu'on y passe, à cause des contenus qu'on y voit, à cause de quoi ? Oui, à cause de ça, tout ça. C'est le temps qu'on y passe. C'est devenu une addiction, c'est une habitude même maintenant. On a notre téléphone. Enfin, beaucoup. Après, il y a pas tout le monde qui est comme ça, mais je veux dire, dans notre génération et surtout celle un petit peu après là, c'est greffé, quoi. Donc faut arriver à se défaire de ses habitudes, de se réveiller, prendre son téléphone, regarder, parce que notre cerveau il ingurgite tellement de trucs, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué de se détacher, de pas être impacté, même les séries qu'on regarde, enfin tout est on prend, donc c'est vrai que c'est compliqué de se poser, d'avoir juste sa tête sur un truc très simple, très basique, et là on a besoin toujours d'infos, et ça nous rend un peu différents, je pense. Ouais, on appelle ça l'infobésité. Donc la surcharge d'informations qu'on ne peut plus gérer. Effectivement, on est là-dedans, dans cette génération-là. Ouais. T'as connu MSN, toi ? Ouais, mais je m'en servais pas. Tu t'en servais pas ? Non. Et aujourd'hui, on est sur Insta, TikTok, et c'est vrai que l'authenticité, elle est plus compliquée à avoir. Ouais. On va revenir encore dans ton passé, dans ton enfance. Je sais que t'adores ça. Le canapé, là. Le canapé confidence, c'est ça. Je reste sur le même titre sur lequel je t'ai fait réagir tout à l'heure. Donc dans ce titre, tu as chanté « Rien de nouveau à l'école, alors on veut devenir idole ». T'étais quel élève, toi, à l'école ? Et tu gardes quel souvenir de l'école ? Et qu'est-ce qui t'a manqué, peut-être ? J'étais une élève studieuse, mais par contre, j'allais à l'école pour faire des conneries, quoi. Enfin, pour rigoler. Quel genre ? Je sais pas, on mettait la colle sur la chaise, on déclenchait l'alarme. Ah ouais, tu faisais ça ? Oui, enfin, moi, je collais des serviettes hygiéniques au tableau. Mais non. Je faisais n'importe quoi. Mais parce que c'était pour rigoler, en fait. On était toute une bande de copines, et puis on faisait
on faisait des farces, quoi. Enfin, c'était pas méchant, c'était pas... Mais bon enfant. Ouais, très bon enfant. Mais par contre, oui, j'étais studieuse quand même. J'avais envie de bien faire à l'école. Je faisais bien mes devoirs et tout. Je voulais quand même. Ça me plaisait d'apprendre un peu. Mais dans la bonne ambiance. Ouais. Ah oui. Moi, fallait parce que j'étais dans une école très stricte de sœurs, enfin de catholiques. Ouais. Ah ouais. Ok. Et oui, il y avait des cours avec des sœurs qui nous faisaient des cours et tout. Ok. Donc c'était ça qui était encore plus drôle. C'était tellement strict que du coup, nous on arrivait avec les cheveux comme ça, les fringues bizarres et tout, on se faisait engueuler. Mais c'était génial. Énorme. T'as un côté anticonformiste du coup qui est sorti très très tôt. Oui, moi j'avais besoin d'un petit côté un peu insolent, arrogant. Pas dans le chemin normal. Mais c'est énorme ce que tu es en train de me dire parce que finalement c'est la définition en latin de Superbus. Oui, sûrement. Il y a l'orgueil, il y a le côté arrogant. C'est ça. Énorme. Mais j'ai toujours eu ce truc-là et maintenant ça se calme, mais c'est vrai que j'aimais bien un peu titiller, quoi. Voilà. Et c'est quoi qui t'a manqué peut-être justement à l'école pour être complètement toi et peut-être avoir plus de clés une fois adulte pour te sentir sereine dans ton chemin de vie? Je pense qu'à l'école, ils devraient nous apprendre un peu plus tôt, des choses plus psychologiques, quoi. Des trucs, parler de santé mentale plus rapidement. Enfin voilà, qu'on puisse savoir que la vie, elle va être un peu compliquée émotionnellement. Parce que oui, c'est beau d'apprendre 1515 Marignan et les rois de France et les battes et tout ça, mais c'est vrai qu'on a besoin d'être un peu armé émotionnellement. Donc je pense que ça manque, une matière comme ça, je sais pas ce que ça pourrait être. Alors après la philo, tout ça, oui, ça peut aider, mais ça vient tard d'ailleurs la philo. Hein, ça vient hyper tard, donc je sais pas ce que ça pourrait être, mais en tout cas que ce soit plus qu'on prévienne plus sur les choses émotionnelles et psychologiques de la vie et des cours de musique autres que la flûte. C'est vrai que moi j'ai fait que ça en musique. Hein. Mais pourquoi cette flûte? Ouais, je sais pas. Tout le monde se pose la question. Punir les gens. Pourquoi cette flûte? C'est une grande question existentielle. C'est vrai. Qui va régir cette interview. Est-ce que quelqu'un a continué après à faire de la flûte? Moi, je me demande toujours, est-ce que quelqu'un s'est dit, c'est ça que je veux faire dans ma vie? Tu sais que moi, je me pose plein de questions comme ça sur l'école en général. Qui utilise encore un compas? Qui utilise encore une équerre? Un rapporteur? La calculatrice trigonométrique à 90 balles? C'est vrai. Trop de questions existentielles. C'est vrai. On va revenir sur les émotions. Tu le sais, c'est un sujet que j'adore. Mm-hmm. Superbus, c'est 25 ans de carrière. La vie d'un artiste, je te l'apprends pas, c'est des hauts et c'est des moments qui sont plus calmes. Comment tu fais pour gérer cet ascenseur émotionnel? Je le gérais beaucoup moins bien plus jeune. Parce que justement quand c'est tes premières tournées, que tu te prends 7000 personnes en pleine face et qu'après ça retombe, t'es tout seul chez toi, machin. C'est vrai que pour le cerveau, c'est pas normal. Donc, forcément, tu passes par des phases où je me suis retrouvée en burn-out complet à 19 ans. J'étais en clinique pour arrêter parce que je pouvais plus. Donc, la première tournée a été un peu compliquée. Ça s'est manifesté comment, ton burn-out? Ça s'est manifesté par des crises d'angoisse tellement énormes que je pouvais même plus aller dans une salle de concert, quoi. Dès qu'on arrivait dans la salle, je pouvais plus. Donc on a dû annuler des dates. Toute la fin de la première tournée, mais j'avais 18 ans, hein, donc toute la fin de la première tournée, elle était annulée parce que je pouvais plus. Voilà, j'avais des angoisses tellement fortes que c'était impossible. Et t'arrives à identifier pourquoi? C'est quoi? C'est trop de pression, trop d'exigences envers toi-même, pas préparé émotionnellement? Ouais, c'était un tout. Puis aussi la vie perso qui était pas au top. C'était un tout. Je pouvais plus voir les gens en fait. Enfin, j'arrivais plus à être devant les gens, à ce qu'on me regarde et tout ça. J'arrivais plus. Et je pense que maintenant, alors une fois que tu comprends d'où vient ton angoisse, déjà c'est un pas énorme de comprendre ce qu'est une crise d'angoisse et de comprendre
voilà, pourquoi t'as des symptômes de je vais m'évanouir, ça va pas, machin. Quand t'as compris d'où ça venait, que c'était une pensée que t'as pas forcément calculée, mais c'est une pensée qui traverse ta tête et d'un coup ça te donne ça te donne tous ces symptômes. Une fois que t'as pigé ça, t'en as moins, t'en as plus même. Et t'arrives à me dire c'est quoi qui a fait que t'as compris ça? Qu'est-ce qui s'est passé dans ton chemin de vie qui a fait qu'aujourd'hui peut-être si t'es encore là justement dans ta carrière, c'est que j'imagine ça s'est un petit peu lissé. Oui, ça s'est lissé parce que j'ai vu des psys aussi, parce que j'ai fait un travail sur cette anxiété que j'avais depuis longtemps. Et avant de commencer la musique? Quand même, oui. J'ai toujours été quelqu'un d'assez anxieux, mais c'est vrai que de monter sur scène, c'était comme je suis très timide, c'était vraiment l'opposé. Il fallait que je le fasse pour vaincre ça. Et mais du coup, ça a été un peu dans la douleur quand même, parce que voilà, quand tu te forces à faire quelque chose, tu peux vite tomber dans des trucs où voilà, j'étais malade avant de monter sur scène. Enfin, c'était compliqué quand même. Et puis maintenant, j'y vais, mais je suis trop contente d'aller faire des concerts. Donc c'est bien, c'est ce groupe et ce métier-là, ça a été vraiment une vraie délivrance, quoi. Mais déjà bravo pour tout le chemin accompli. Mais comment on fait après une période de vide aussi intense pour trouver la force de revenir? Parce que j'imagine qu'il faut avoir un why vraiment fort pour se dire toute cette merde, tout ce stress, toute cette angoisse, tout ce que ça me déclenche, qu'est-ce qui vaut le coup pour que je la dépasse en fait? Ben pas mourir. Moi je me suis dit si c'est vraiment, je peux avoir des côtés, maintenant ça va mieux, mais je peux avoir des côtés très très noirs, et c'est vrai que ça m'a sauvée de me dire j'ai mon groupe, il y a des gens qui attendent, il y a des gens qui m'aiment, il faut que je sois là. Et donc et sinon bah voilà, ça servait à rien de vivre mais c'était plus jeune, tu vois, donc t'as des pensées plus impulsives et tout ça, mais c'est vrai que vers 20 ans, je me disais ça sert plus à rien que je vive si je me reprends pas vite et que je fais pas ce que je dois faire en musique et tout ça. Donc ça m'a sauvé la vie quand même. Et il y a des exercices peut-être que tu as fait pour arriver à gérer ton anxiété, à gérer ce stress, à arriver à tolérer de nouveau les gens. Je sais que c'est pas facile de nos jours. Des exercices, oui, beaucoup de trucs de méditation, d'essayer de respiration, de rigoler beaucoup, prendre les choses légèrement, essayer de voir du fun dans tout, même dans les pires situations graves et tout ça, essayer toujours de mettre un peu d'humour là-dedans, et ouais, voilà, mettre de la légèreté dans les choses. Et être entouré, peut-être. Oui. Toi, c'est quelque chose que tu as remarqué, parce qu'on dit toujours que c'est très très important, quand on est entrepreneur, quand on se lance dans des projets, d'être vraiment bien entouré, que ça soit la famille, que ça soit les amis. Ah oui. Toi, t'as vu cette importance-là au moment où c'était difficile pour toi? Ah oui, c'est indéniable. C'est le truc le plus important, c'est l'entourage, quoi. Parce que c'est eux qui vont te donner l'énergie. S'ils ont une mauvaise énergie, tout est une chaîne. Donc oui, c'est très important, les gens qui sont à nos côtés. Et c'est vrai que oui, moi, être en couple ou avoir ma famille ou avoir mes meilleurs amis autour, c'est obligatoire, sinon j'arrive à rien. On s'imprègne, qu'on le veuille ou pas, surtout quand on est sensible de l'énergie des autres. Sûr. On reste sur l'émotion, encore et toujours ambiance très psy, très confidence. Un sujet que j'aime beaucoup, qui est très important, qui est le syndrome de l'imposteur. Alors, chez les femmes, on parle beaucoup de ça. Ça touche une femme sur deux, selon BPI France. Toi, Jennifer Ayache, avec toute la légitimité que tu as avec ta carrière de girl boss entrepreneuse, est-ce que c'est quelque chose qui te parle ou qui t'a parlé par le passé, ces moments de peur de ne pas être à la hauteur? Ouais. Et c'est ça que je te disais, c'est que le mot imposteur, je l'avais pas mis dessus, et c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler en ce moment de ce syndrome. Mais c'est vrai qu'il y a plein de fois où moi, de toute façon, quand on me demande ce que je fais dans la vie, j'ai du mal à dire je suis chanteuse. C'est vrai? Ouais, C'est quoi qui te vient? Je dis je fais de la musique. Ok. Voilà.
Je dis pas que je suis chanteuse parce que déjà je me suis jamais sentie chanteuse. Ma voix, je l'ai jamais vraiment travaillée. Enfin, j'ai pris quelques cours, mais bon, voilà, c'est pas l'instrument où je me dis oui, il faut que. Enfin, je me suis jamais, j'ai jamais donné d'importance à ma voix. Donc, t'as tendance déjà à diminuer. Ouais. Ton travail. C'est-à-dire, moi, ce qui me plaît, c'est d'écrire des chansons et de mélanger des sons et faire des prods et de la musique. Ça me plaît. Chanter. J'ai commencé parce que je me suis dit bon je vais chanter parce qu'il faut bien que quelqu'un chante ce que j'écris, donc je vais le faire. Mais j'ai toujours eu un petit complexe avec ma voix. J'ai toujours trouvé que j'avais une voix très très pop, sucrée, mais trop. Et du coup je sais que ça peut plaire à certaines personnes, mais j'ai toujours un petit complexe. Donc c'est vrai que j'ai ce truc-là en tout cas avec le mot chanteuse. Moi j'ai un vrai problème d'imposteur avec ça. Mais sinon non, j'ai pas eu trop ce truc. Je me suis pas trop sentie à ma place à certains moments, mais c'est plus certaines personnes qui peuvent te faire sentir pas à ta place, je pense. Tu l'as déjà ressenti dans tes interactions avec les gens, ça? Ouais. Quand on essaie de te diminuer dans ton travail en tant que personne. Ça m'est déjà arrivé, rarement, mais ça m'est déjà arrivé. Et c'est quelque chose, du coup, vu que t'as déjà une faille ouverte, qui te touche? Bien sûr. Ah oui. Mais oui, il y a des gens de maison de disques ou oui, il y a eu des je vais pas te citer de nom, mais j'ai eu des interactions avec des gars de label à qui je faisais écouter des nouvelles chansons, tout ça, et il y en a une fois qui m'a dit, qui a écouté 40 démos que j'avais fait, des nouveaux trucs et tout. Il écoute dans un studio, il avait pris un studio exprès, machin, enfin, et il écoute et il me dit écoute, je pense que t'as passé l'âge. J'avais 28 ans. Hein. Ah ouais. Il me dit, je pense que t'as passé l'âge. Et donc, c'est ce genre de truc-là où tu te dis, là, je suis pas à ma place. Ok, là, je suis pas. Oui, peut-être il a raison, j'ai passé l'âge. Toi, ça appuie sur quelque chose. Et ça appuie, et c'est des trucs qui peuvent te suivre après. Bon, voilà, le mec aujourd'hui, il fait plus rien, on s'en fout, mais. Ouais, c'est peut-être pour une raison. mais voilà. C'est hyper violent. Ouais. Mais quand on voit quand même le succès de Superbus, t'es Jennifer Ayash. Tu le réalises ça quand même? Est-ce que ça arrive à un petit peu atténuer ton syndrome de l'imposteur? Parce que finalement on parle de ça, ce truc où t'arrivais pas à dire je suis chanteuse. Est-ce qu'aujourd'hui quand même il y a une fierté, il y a une reconnaissance que tu as envers toi-même? Oui, ça il y en a une, mais c'est parce que c'est les autres, c'est les gens qui me la donnent. Parce que c'est vrai que de croiser des gens qui nous écoutent depuis qu'ils sont petits, ou des nanas qui me disent grâce à votre groupe j'ai pu comprendre mon orientation sexuelle, j'ai pu faire ci, j'ai pu faire ça, ça m'a sauvé la vie, enfin des trucs qu'on m'a dit hyper fort. Ça c'est je me dis je fais tout ça pour ça aussi. Évidemment, on fait ce métier aussi parce qu'on a besoin d'être aimé, d'avoir un peu de reconnaissance et tout. Donc c'est les autres, c'est ça qui est pas encore complètement soigné chez moi, c'est que j'ai encore besoin d'amour des autres. J'en ai pour moi, hein, évidemment, mais c'est vrai j'ai vraiment besoin encore que ça me fait plaisir, quoi. Ouais, t'as besoin de sentir qu'en fait les messages que tu passes ils sont entendus et qu'ils ont un effet sur les gens. Bien sûr, et parce que aussi ça rassemble. Je me dis on se sent moins seul, c'est-à-dire c'est compris par d'autres gens et du coup oui, on se sent moins seul. Et t'arrives à savoir d'où ça vient en fait ce besoin d'être rassuré? Est-ce que c'est patriarcal, hein, on va lâcher les mots. Est-ce que c'est les injonctions de la société à nous faire peut-être nous sentir instinctivement un peu en dessous des hommes? Est-ce que peut-être c'est de l'enfance, peut-être de l'école? Ça vient d'où? Ça vient de plein de choses, oui, ça vient chacun est différent, mais moi je pense que ça vient, oui, de mon enfance, aussi le fait d'avoir une maman très connue, très très aimée, j'ai jamais entendu personne dire du mal de ma mère, mais vraiment ça n'existe pas. Ma mère, personne m'a jamais dit ouais bof, j'aime pas trop. Vraiment. Et donc, c'est vrai qu'elle a une image très forte. Et donc, moi, je me suis souvent sentie un peu petit à côté, quoi. Et c'est impressionnant. Oui, voilà. C'est et c'est vrai que oui, forcément, j'ai besoin d'avoir aussi
mes petits moments où on me dit c'est bien aussi toi. Donc ça trouver ta place en fait. Voilà, tout trouver ma place. Donc je pense que ça doit venir de là. Et puis oui, ce truc de patriarcat, surtout que moi qui suis dans un monde vraiment très très masculin, parce que les groupes de musique et tout ça, c'est quand même il y a beaucoup de mecs, donc oui, j'étais la seule fille partout. Dès qu'on jouait quelque part, j'étais la seule. Donc on jouait beaucoup avec des groupes de punk rock, tout ça, machin, et j'étais vraiment la petite nana au milieu de tout ça. Bon. C'est intéressant, la petite. Ouais. T'as besoin de diminuer. Parce que j'étais la petite, parce que j'avais 18 ans. T'avais cette posture-là, à ce moment-là, tu le sentais? Oui, j'avais 17, 18 ans, mon groupe, ils ont tous 10, 12 ans de plus que moi. Et puis, c'est vrai que comme j'ai commencé très, très tôt, j'étais la petite, ouais. Et t'arrivais à t'affirmer? Parce que ça demande beaucoup de force, comme tu l'as dit, dans un milieu de mecs. T'arrivais à trouver ta place? Avec le petit côté arrogant et insolent, j'ai essayé de faire comme ça. J'ai essayé de faire comme ça, toujours avec un peu d'humour. Et, bien sûr, ça passe toujours mieux. Voilà. Et pour revenir sur le sujet de ta maman, moi, il y a vraiment quelque chose qui me rend ouf complètement, c'est que quand j'ai dit à des gens que j'allais t'interviewer, il y a une partie, la première chose qu'ils me disent, c'est ah oui, c'est la fille de Chantal Lobby. Sauf que t'es Jennifer Ayash, avec toute la carrière que t'as sur ces 25 dernières années. Putain, super bus quand même. Ouais. Super bus quand même, les gars. Comment tu le vis? Est-ce que c'est pas parfois frustrant pour toi d'être la fille de Chantal Lobby? Est-ce que justement, tu parlais tout à l'heure en tant qu'enfant, t'avais du mal à trouver ta place entre grosses guillemets dans l'ombre de ta mère? C'est pas chiant aujourd'hui que des gens encore te positionnent dans l'ombre de ta mère? C'est pas. T'as construit, hein? J'ai construit. Puis il y a eu toute une période où on allait voir ma mère, on lui disait mais vous êtes la mère de la chanteuse de Super. Il y a eu l'inverse. Ah, ça on adore. Il y a eu l'inverse, et ma mère, elle adorait cette période-là, parce qu'elle me disait je suis trop fière et tout. Donc non, mais je pense que c'est un peu plus dur quand t'es enfant de quelqu'un qui a accompli des choses et que tout le monde est au courant, parce qu'il faut faire plus de preuves, j'ai l'impression, que les autres. Mais je suis tellement fière de ma mère que non, ça me gêne pas. Après, je l'ai caché longtemps parce que justement je voulais voir si ça le faisait sans que je le dise. Ça l'a fait, donc ça m'a rassurée dans un sens. Non, c'est ma vie, de toute façon, voilà, je suis habituée, je suis née cette personne, donc je peux pas, c'est comme ça. Et tu penses pas que par moments ça appuie justement sur ce syndrome de l'imposteur, d'être ramené? Si, ça peut, forcément. Mais encore une fois, c'est la vie, qu'est-ce que je peux y changer? Ouais, clairement. On va revenir sur tes actualités. Ouais. Le tout dernier single de Superbus, c'est Baby Boom. Dedans, tu dénonces les guerres qui ravagent le monde. Et tu chantes « On n'a tous qu'une seule vie et tous le même sol » dans les colonnes de Charts in France, parce qu'on a travaillé. Ouais, je vois ça. Tu as dit « On ne se considère pas comme un groupe engagé, mais l'état du monde oblige à faire des chansons. Voir ces images d'enfants au milieu des bombes, c'est insoutenable et ça m'a vraiment marqué. Je prends un peu d'âge et je commence à parler de choses qui me touchent en tant que citoyenne. C'est quoi qui te touche, Jennifer Ayash, en tant que citoyenne ? Ça, précisément ça, de voir ce qu'on fait du monde, quoi, ce qu'on fait humainement aussi, qu'il y ait des gens qui dorment dans la rue, qu'il y ait un manque de tolérance, qu'il y ait des humains qui se parlent mal entre eux, enfin tout ça, c'est ça qui me touche, la misère humaine, quoi, j'arrive pas, ça se connecte pas dans mon cerveau. Je me dis comment ça se fait qu'on peut pas s'entraider, que c'est toujours compliqué pour. Oui, il y a quelqu'un qui a un problème dans la rue, c'est quand même hyper rare qu'il y ait des gens qui viennent l'aider, quoi. Et je me dis c'est juste cette petite base là, c'est fou. Donc oui, forcément, les enfants dans les bombes, pour moi, c'est même pas compréhensible. Enfin, mon cerveau, il capte même pas qu'on puisse faire exploser des bombes sur des gens et pour des religions, des guerres politiques. Enfin, c'est incompréhensible pour moi. Donc c'est invraisemblable. Voilà. Et comment on fait en tant qu'humaine sensible pour vivre dans ce monde-là? J'essaye.
faut avoir une part de protection, de protection, se détacher un peu de temps en temps, mais c'est même là, tu te sens égoïste, t'as l'impression que tu participes pas au truc. Donc c'est vrai que c'est un gros travail, quoi, de doser, de savoir quand il faut se protéger, quand il faut aider, mais c'est Audrey Hepburn qui disait un truc vachement bien, qui disait une main pour soi, une main pour les autres. Ouais. Mais c'est ça qu'il faut avoir dans la vie, quoi. Arriver à être présent pour les autres, mais en même temps préserver ses énergies, parce que sinon il reste plus rien, on peut plus créer, on peut plus avancer. C'est ça. On va rester dans tes actus, parce qu'il y en a. Donc, l'année dernière, vous avez sorti le single Aseptisé pour parler de vos craintes sur l'intelligence artificielle, qui est une autre grosse tendance, dans le monde du travail, et puis partout dans la société. Cette société qui va vers un monde formaté, où il y a plus de place pour la différence. Et justement, vous avez fait appel à l'IA pour le clip. L'IA, c'est une peur pour Fabrice Faucon, le guitariste de Superbus, mais pas que. Toujours pour Chart in France, il a dit ce qu'on va appeler avec humilité les petites mains, comme les compositeurs de musique pour documentaires par exemple, vont potentiellement disparaître en un claquement de doigts. On est dans un processus qui démarre à peine, mais peut être assez effrayant, mais en même temps assez excitant parce qu'on peut faire des choses absolument incroyables. Au bout du compte, j'espère que cela ne restera qu'un outil, que certains utiliseront à bon escient et que la créativité et le talent auront toujours droit de citer. C'est quoi ta position sur l'IA dans l'avenir de la musique? Est-ce que c'est une menace? Est-ce que c'est un allié? Les deux? C'est les deux, mais c'est vrai que c'est tellement fascinant que moi j'adore. Je peux passer des soirées entières sur ChatGPT à parler avec un robot. Je trouve ça fascinant. Tu lui demandes quoi? J'aime tout. C'est trop drôle en fait, mais c'est vrai qu'il faut pas tomber dans l'excès, mais comme tout, de toute façon on vit déjà avec des robots, ça c'est un robot, ça c'est un robot, on vit déjà avec tout ça, mais oui, les graphistes, les musiques à la chaîne de documentaires, tout ça, les petites mains qui font vraiment les petits trucs. Les raccordements. Voilà, ça, bon, mais même nous, écrire des paroles, tout ça, tu demandes à ChatGPT de t'écrire un texte, il va te sortir des trucs vraiment pas mal. Ça fait vraiment flipper. De ouf. Mais ça t'inquiète toi en tant que chanteuse? Non. Enfin, ça m'inquiète. Comme plein de choses m'inquiètent, mais je veux dire pas plus. Non, on est un peu dans Terminator, c'est un peu on vit avec des machines, mais moi je trouve ça tellement génial, même qu'il y ait des robots là. Maintenant j'ai vu, il y a Sophia, c'est une espèce d'android humanoïde. J'ai pas vu, elle fait quoi? C'est un robot, mais on dirait un humain. Ah ouais. Et elle te parle. Genre elle mange et tout. Non, elle mange pas, mais elle te raconte des trucs sur la vie et tout. Enfin, c'est fou. On vit avec des robots, quoi. Ça fait flipper de ouf. Ouais. Mais toi, tu penses que c'est quoi qui peut faire la valeur ajoutée aujourd'hui face à la performance de l'IA pour un artiste? Pour un chanteur, l'émotion, l'incarnation, peut-être l'image développée grâce aux réseaux sociaux, la sympathie, c'est quoi? Moi, j'ai l'impression qu'en fait, c'est juste que ça va plus vite pour faire les choses. Voilà. Mais que un artiste sera toujours plus humain et le résultat sera toujours plus touchant qu'un robot qui l'a fait. Mais par contre, un robot, ça va t'aider à être dans la rapidité. Et si t'as besoin, oui, d'une béquille ou d'un outil, mais vraiment c'est un assistant en fait. Un assistant. On adore la vision. On va partir sur un grand sujet, c'est l'esprit d'équipe. Ça m'intéresse beaucoup parce que Superbus, c'est 5 personnes qui bossent ensemble quand même depuis 25 ans. Bon, avec certes des pauses plus ou moins longues, mais quand même. C'est quoi le secret pour maintenir une cohésion d'équipe malgré les humeurs, les émotions, les personnalités et puis aussi les désaccords de chacun? C'est rigoler beaucoup. Moi, de toute façon, faut rigoler. Faut rigoler. Et puis, c'est comme une famille, en fait, ce groupe. Donc, oui, parfois, on s'engueule fort, vraiment. Et puis, parfois, voilà, c'est chacun a son rôle dans le groupe aussi. Donc, c'est respecté. C'est respecté. Et puis, on est tellement reconnaissant de ce qu'on a fait ensemble, créé ensemble, et ce qu'on vit ensemble, tout ça. Donc c'est vrai que quand on s'engueule, ça se rabiboche très vite parce que
on sait ce qu'on a, on a un peu de reconnaissance quand même pour tout ce qu'on a. Donc c'est vrai que c'est compliqué à gérer parce que c'est beaucoup d'égos différents, puis surtout c'est des mecs quoi, genre c'est alpha quoi. Mais c'est marrant. C'est marrant. Mais rien que ça, tu te rends compte, en tant que meuf, c'est hyper stylé. Dans un groupe comme ça, d'être la leaduse. Mais parce qu'il y a une façon de faire aussi quand t'es une fille et on est maligne, on peut en jouer de ça. Oui. D'avoir un peu plus de tact, de douceur, une façon de faire qui est la nôtre, en fait, quand on est des filles. Donc c'est vrai que ça match. Je pense que ça peut fonctionner des alliances garçon-fille pour créer des choses, ça peut très bien fonctionner. Et en termes de personnalité, tu dirais que vous êtes complémentaires? Ouais. Vous vous apportez vraiment des visions différentes ou généralement non, vous êtes vraiment c'est l'unanimité, vous êtes toujours d'accord? Non, c'est jamais l'unanimité, il y en a pas un qui est d'accord avec l'autre. D'accord. Donc vraiment on est 5 personnes. Mais qui apporte une vision du coup. Ben c'est du coup tellement qu'on trouve de compromis, c'est compliqué que ça fait ce qu'on est. Voilà. Mais c'est plein de compromis Superbus. C'est plein d'avis différents, plein de goûts différents, de façons de faire différentes. Et ça fait ça. Et au final, je pense le secret, est-ce que ça serait pas l'écoute et la compréhension de chacun? Ah mais grave. Bah c'est ça. Oui, c'est ça. Mais c'est dur à faire. C'est dur de ouf. De passer attends non quand on est au téléphone. Non mais tu comprends pas mon idée en fait. Ça. Moi je veux aller là. C'est ça. Mais au final, on arrive à faire un petit peu des albums de temps en temps. Bah oui, un petit peu. On va sur le 7e, donc on est pas mal. On est déjà sur la dernière question. Allez. Et c'est un petit kiff personnel. Dans votre titre Addiction, tu dis j'additionne les addictions, je les connexionne à ma façon. C'est quoi les addictions de Jennifer Ayash? Moi, je veux absolument savoir. D'accord. Bah, j'ai jamais pris de drogue déjà, donc ça. Ok. Ça c'est posé. Voilà. J'ai jamais pris de drogue. J'ai commencé à boire à 30 ans. Ok. Donc du coup, c'est pas très vieux. Ok. Non, j'ai des addictions, mais c'est plus aux êtres, moi. C'est plus aux relations, c'est plus à l'amour, tout ça. Ok, voilà. C'est très philosophique. Donc, ça se soigne un peu. C'est des addictions plutôt humaines. C'est humain, du coup. Ouais. T'as pas d'addiction à des activités, des séries, des petites obsessions? Des obsessions, si, j'ai beaucoup d'obsessions. Ça, des obsessions, j'en ai, mais c'est pas des addictions, c'est pas pareil. Obsession, ça rend créatif. Oui. Addiction, ça rend con, je trouve. Ah, la nuance, elle est méga intéressante. Bah écoute, on va rester sur ça. Voilà. Merci énormément pour ton temps, pour ton énergie, pour ta simplicité. Pas de souci. On se fait un check de fin? Allez, check de fin. Trop bien. Merci. Prends soin de toi. Toi aussi. À très vite. Allez.